travaille sur ce projet Electronica depuis 4 ans. Cet album repose sur l'idée de collaboration avec des gens qui ont été ou qui sont des sources d'inspiration pour moi, liés directement ou indirectement à la scène électronique sur les 4 décennies depuis le début, au fond, de la musique électronique. Et à la différence de beaucoup d'albums où on sait que la tendance aujourd'hui est au featuring, où en fait on envoie un fichier à quelqu'un à l'autre bout de la terre qu'on rencontrera jamais, qui pose sa voix, qui pose une ligne mélodique et sans qu'il y ait de réel contact, souvent d'ailleurs plus pour des raisons de marketing qu'autre chose. Là, il s'agissait vraiment d'une démarche complètement différente. Il y a une raison spécifique en termes de son, en termes de musique, en termes d'inspiration, dans chaque cas. Et donc, j'étais amené, et ça faisait partie du dogme que je m'étais fixé, de voyager, d'aller à la rencontre des gens avec qui j'avais envie de travailler, en passant ni par les managers, ni par les agents, etc., mais en ayant un contact direct, et d'aller avec à chaque fois une démo, une maquette que j'ai faite en fonction du collaborateur, de l'idée que je m'en faisais en tout cas, et de ce que j'avais envie de faire avec eux, et que ça serve au moins de plateforme et de point de départ à ce qu'on allait faire ensemble, en laissant évidemment suffisamment d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Ce qu'il y a de particulier dans la musique électronique, elle est aujourd'hui partout. Il n'y a plus de frontières géographiques ou culturelles ou de genre. C'est pas comme le rock, le hip-hop ou le punk. C'est pas un genre de musique, c'est une manière différente de composer, de produire et même aujourd'hui distribuer sur le net sa musique. Et à l'intérieur de la musique électronique, il y a des genres différents, l'électro, le house, la techno, la trance. Et donc forcément, à partir du moment où j'avais envie justement de visiter, d'explorer aussi les gens qui sont liés à cette scène, il y a forcément des gens complètement différents. Et le risque, c'était de se dire, est-ce que l'album va être cohérent ou va être juste un patchwork de styles différents. Et en fait, je pense que c'est pas du tout le cas pour 2 raisons. D'abord parce que c'est mon album et qu'en fait, les gens m'ont fait confiance. On a tous essayé de respecter cet équilibre de 50-50 entre le son de l'un et les sons des uns et le son des autres. Et puis aussi, le fait qu'il y a des points communs dans tous ces gens qui, en apparence, peuvent être complètement différents, mais il y a plusieurs points communs. Il y a d'abord le fait qu'on est tous des geeks et des passionnés hystériques des machines. Que ce soit Pete Townshend ou Geza Feldstein ou Fogg Buttons ou Vince Clarke ou Air. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est un son instantanément reconnaissable. On peut prendre 30 secondes, on écoute 30 secondes de Moby ou de Air ou de Fogg Buttons ou de Rhône, par exemple, dans le 2e album. Sont tous des gens qui ont un son instantanément reconnaissable. Et donc, du coup, le grand écart dont on parle, il existe quand on lit le nom des participants et des collaborateurs, mais en fait, je pense qu'il y a justement une cohérence dans l'histoire que j'avais envie de raconter à travers Electronica. Quand j'ai commencé à ce travail, et même tout le long, je ne me suis absolument pas posé de problème la question de la scène. Et puis petit à petit, j'ai commencé à y réfléchir, et en partant du principe que de toute façon, quoi qu'il arrive, si je prends la décision d'aller sur scène, ce qui semble être le cas, là, ce qui se dessine, derrière mon dos, ils sont en train de prendre des dates et des choses, donc je pense que c'est parti pour ça, c'est de faire en sorte que de toute façon, l'idée des collaborations ne soit pas un handicap. Et là, il y a plusieurs choses. D'abord, la moitié des morceaux dans l'album, dans la première partie, dans la deuxième partie, sont instrumentaux, donc ne demandent pas nécessairement la présence physique des collaborateurs. Dans les cas de collaborateurs vocaux, beaucoup sont aussi des gens qui ne sont pas nécessairement des chanteurs, mais qui considèrent leur voix, comme M83 ou Air par exemple, leur voix comme une partie de l'orchestration, de l'arrangement. Donc là aussi, c'est aussi des morceaux qui peuvent être très bien joués sans la présence physique des collaborateurs. Puis enfin, pour les morceaux qui demandent absolument leur présence, il y a différentes idées que j'ai pour le scénographier, et en même temps, il y a un grand nombre de collaborateurs qui sont prêts à venir me rejoindre dans une ville ou une autre, qui fait que ce qui pourrait être sympa, c'est justement que d'un concert à un autre, il n'y ait pas éventuellement les mêmes personnes qui viennent me rejoindre, et que ça fasse en fait des concerts un peu différents à chaque fois. Par exemple, la dernière tournée que j'ai
que j'ai faite, j'ai décidé de tourner avec les instruments qu'on voit ici, en étant complètement en direct, sans ordinateur, à une époque où, comme on le sait, la musique électronique, il y a beaucoup notamment chez les DJ, gens qui se baladent avec une clé USB ou même une SD card, et qui passent un truc pré-produit et qui font pas grand-chose, sinon rien, sur scène. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose qui soit exactement l'inverse, d'être complètement en live. Et en fait, il y avait forcément plein d'accidents, parce que ces instruments-là sont des instruments pas fiables du tout. Et donc, il y avait des trucs qui pouvaient péter ou des choses. Et en fait, plutôt que d'en faire un problème, je l'ai utilisé sur scène, ça. Quand ça s'arrêtait, je redémarrais et je l'expliquais même éventuellement. Et en fait, les gens adorent ça parce qu'on est dans une époque tellement formatée où tout doit être lisse, politiquement correct, où quand on filme, il faut surtout pas voir le micro qui est là, avec le câble qui est ici, parce que sinon ça fait pas propre, et que tout ça est complètement formaté, et que même les concerts qui sont live on a l'impression qu'ils sont tellement filmés parfaitement en HD qu'on a l'impression que ça a été fabriqué en studio, que ce côté un peu rough et un peu brut, je pense que on a envie d'y revenir. Et d'ailleurs, les festivals, c'est assez ça. C'est-à-dire ce côté un peu bordélique, des choses où on sent qu'il peut y avoir des accidents, ce côté fragile, justement, encore une fois, ça fait partie de la création. Comme le disait Moby très justement, quand on se retrouve en studio et qu'il y a une fragilité de l'instant qu'on ne va pas retrouver. Et le public le sent, ça. Et on sent une vérité. C'est-à-dire que s'il y a finalement une panne ou un truc, ça veut dire qu'on est en direct, ça veut dire qu'on partage une part de vérité, quelque part. Ça, je laisse ça au PSG. Il se trouve que moi, j'ai toujours défendu l'idée que la musique électronique était une musique qui prenait son ampleur en plein air. C'est une musique qui est liée à l'espace. Moi, quand j'ai commencé à faire des concerts, pourquoi j'ai fait des concerts en extérieur? C'est parce que, en fait, il y avait ou les salles qui étaient des sortes de théâtres faits pour le jazz ou le rock dans lequel je ne me reconnaissais pas du tout, ou alors des salles omnisport, ou ce qu'on appelait ou protéiforme, ou ce qu'on veut, où en fait le lundi il y avait un congrès d'une parti politique, le mardi un séminaire de Tupperware, et puis le mercredi un match de boxe, et on arrivait le jeudi dans des ondes qui étaient un peu bizarres, avec des acoustiques pas terribles, et par rapport à une musique instrumentale qui est encore beaucoup plus que pour le rock ou les musiques chantées, dont l'acoustique est tellement importante, parce que sinon, le résultat au niveau du son, c'est un gros orgue, c'est difficile de mixer, donc l'acoustique est très importante. Et en fait, dehors, comme on le sait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de réverbération. Et donc, du coup, on peut arriver à un résultat au niveau sonore, et les festivals le montrent bien d'ailleurs, un son qui peut être fort, et en même temps avec un mix qui soit plus précis. Et puis aussi le fait de pouvoir aussi intégrer une partie visuelle que j'ai toujours considérée comme très importante par rapport à la musique électronique. Le développement d'Internet pose un problème qui est l'urgence d'inventer un business model pour le XXIe siècle, pour la création. La musique n'a jamais généré autant d'argent, et les créateurs n'en ont jamais eu aussi peu. Et ce qui est vrai pour la musique est vrai pour les photographes, c'est vrai pour vous, pour les gens de médias, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les écrivains. Et donc, les fondateurs de Facebook, les fondateurs de Google, il y a une vingtaine d'années, étaient des kids qui ont inventé des trucs extraordinaires, qui sont des amis des musiciens, des artistes, des cinéastes, et qui ont créé des monstres. Et ces monstres ont déséquilibré l'économie de la création de manière générale. Il n'est pas normal que des plateformes sur Internet soient évaluées à des milliards de dollars à Wall Street, et que l'argent que les musiciens récoltent de ces plateformes leur permette de payer une pizza sans pepperoni à la fin de l'année. Donc ça, ce déséquilibre-là, il va falloir le régler. Et il y a beaucoup d'exemples. MySpace, il y a 10 ans, était le Graal en matière de réseau social. Aujourd'hui, n'existe plus. Il faut que Facebook fasse attention. Ça peut être le prochain MySpace. On a vu avec Volkswagen ce qui se passe en 4 jours. C'est pas un problème technique, c'est un problème d'image. D'un seul coup, l'action perd 50% parce qu'il y a une image qui n'est plus une image si sympathique que ça. Edward Snowden, de son côté, est un très grand allié, parce que d'un seul coup, un individu a réussi à shake the tree, comme on dit en anglais. Taylor Swift face à Tim Cook, c'est la même chose. Donc on voit que les choses sont en train de bouger. On sort de cette espèce d'attitude naïve et un peu hippie, qui est tout le monde il est gentil, tout le monde il est bon, on est dans le monde des bisounours, c'est super, Internet, tout est gratuit, etc. Il faut tout simplement s'asseoir autour d'une table
et créer et inventer le business model adapté à la création pour le XXIe siècle. Et donc, en aucun cas, je peux, moi, me plaindre d'Internet. Le projet Electronica est un projet qui n'aurait pas pu se faire sans Internet. Moi, je travaille avec 2 ou 3 assistants qui se trouvent aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, et on est jour et nuit sur Dropbox, sur WeTransfer, etc. Donc, ça permet de travailler d'une manière beaucoup plus fluide. Il faut simplement réguler les choses. Réguler les choses, c'est pas ringard. Ce qui serait ringard, c'est de ne pas le faire. Et il faut arrêter de penser que le monopole du cool, c'est des fabricants de câbles et des fabricants de téléphones. Il y a 20 ans, on aurait dit que les PTT étaient cool, ça aurait fait marrer tout le monde. Là, c'est exactement la même chose, et je pense qu'il faut rétablir ça, et je suis assez optimiste, je pense que ça va se faire. Alors, je n'ai pas connu les rouleaux de gramophone. Ça, si vous voulez, c'était plutôt mon grand-père. Mais en fait, effectivement, j'ai commencé à faire des albums à l'époque du vinyle. J'ai accueilli la naissance du CD avec circonspection. C'est-à-dire qu'on présentait le CD comme on a présenté le MP3, c'est-à-dire comme le Graal et le futur du son, en disant « c'est génial, on a un produit qui est intemporel, qui est éternel ». C'est-à-dire qu'on pourra écouter des CD dans 100 ans, ces CD que vous achetez, dans 100 ans, ils marcheront toujours. On s'est aperçu que dès le premier update du premier lecteur de CD, déjà les CD de la première génération ne marchaient plus. Et en même temps, avec un son qui était bien moins bon que le vinyle, qui n'est toujours pas un son idéal. Mais on est allé je dirais de plus pire en plus pire. C'est-à-dire, en fait, le vinyle était un son qui avait ses défauts, mais qui était chaleureux, comme on le sait. C'est la raison pour laquelle il y a un gros retour du vinyle. On est passé au CD, puis au MP3, qui est encore pire que le CD. Donc, on ne peut que attendre le futur avec optimisme, parce que ça ne peut que s'améliorer. C'est ce qui commence à se faire, notamment avec la HD, la haute définition dans le son, qui commence à arriver sur Internet, avec le fait qu'on a des bandes passantes beaucoup plus importantes et qu'on y est, quoi. Donc je pense que le pire est derrière nous. J'ai perdu mes parents il y a 5 ans et c'est une chose qui arrive à tout le monde, malheureusement. Et en fait, j'ai une relation au temps qui a beaucoup changé. Tant que vos parents sont là, vous avez il y a une génération au-dessus qui est là, et puis après vous êtes le suivant, en fait, finalement, sur le plan. Et donc vous avez une relation au temps qui évolue, c'est-à-dire que la relation au temps qui est le temps qui passe pendant un bon moment de votre vie, après se transforme de manière assez insidieuse par rapport au temps qui reste. Et donc j'ai aujourd'hui un rapport au temps et à l'âge qui ne me pose absolument aucun problème. On a la chance, à partir du moment où la santé le permet, de pouvoir travailler en dehors des contingences de retraite. À partir du moment où on a le désir, la santé, l'innocence, l'excitation, la jubilation de créer des choses. C'est vrai dans le cinéma, c'est vrai dans la musique, c'est vrai dans dans l'écriture aussi. J'ai toujours un rapport au temps assez abstrait, donc c'est pas quelque chose qui m'obsède du tout. Merci Jean-Michel Jarre. Merci à vous.